Bienvenue dans le podcast Parlons-en, le podcast qui s'intéresse à la vie des jeunes et aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous cherchons ainsi à comprendre, soutenir et encourager cette génération montante. Pour ce faire, nous nous entretenons avec des experts et des jeunes sur des sujets brûlants et importants comme la santé mentale, le climat, les crises humanitaires et la pauvreté, des problématiques directement liées aux droits de l'enfant qui méritent une attention particulière. De cette manière, nous donnons la parole aux jeunes et tentons de construire un monde meilleur pour les futures générations. Je vous propose de tenter tout de suite l'expérience Parlons-en. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en, le podcast qui s'intéresse de plus près au quotidien des enfants et des jeunes dans le but de comprendre, soutenir et encourager leurs revendications. Je m'appelle Laura, je fais partie de l'équipe UNICEF Belgique et aujourd'hui nous allons aborder la question des crises humanitaires. Un sujet brûlant puisqu'en effet, celles-ci semblent se multiplier à l'échelle mondiale, comme en témoignent quotidiennement les informations. Il est essentiel de mettre en avant le facteur commun crucial qui relie toutes ces crises, c'est qu'en période de conflit ou de catastrophe naturelle, ce sont les enfants qui sont les plus durement touchés. Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui est la suivante. Comment les enfants vivent-ils les situations d'urgence en Haïti, au Congo ou en Afghanistan ? Pour en parler, je suis aujourd'hui accompagnée de Samar, une jeune haïtienne de 15 ans, de Bruno Mas, représentant de l'UNICEF en Haïti, ainsi que de Geert Kapelaar, ancien représentant de l'UNICEF auprès des institutions européennes. À quel point et de quelle manière les crises humanitaires impactent-elles les enfants ? Parlons-en. Geert, Bruno, Samar, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous entrons tout de suite dans le vif du sujet puisque Samar et Bruno, vous nous rejoignez en direct d'Haïti. Bruno, je le rappelle, vous êtes représentant de l'UNICEF en Haïti. Pour que nous puissions avoir une petite vue d'ensemble de la situation là-bas, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de ce qui se passe sur place et nous expliquer quel est votre rôle ? Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Mais tout d'abord, la crise en Haïti, elle est multiple, elle est complexe. C'est une crise politique, c'est une crise sécuritaire, sociale, économique, une crise humanitaire et enfin une crise liée à l'impact des changements climatiques et des désastres naturels. Alors, ces crises se sont accentuées depuis l'assassinat du président de la République à l'époque en 2021 et ces crises n'ont cessé de s'amplifier jusqu'à aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, la violence par les groupes armés qui ont formé une coalition en Haïti continue de faire rage dans toutes les localités de la ville de Port-au-Prince, mais aussi un des plus grands départements qui s'appelle l'Artibonite. Et ce, avec des attaques répétées sur les populations, y compris les femmes et les enfants, les infrastructures publiques, mais aussi des infrastructures vitales pour les enfants, telles que des hôpitaux et des écoles qui sont attaquées. Alors, cette descente de la capitale, en tout cas, et d'une des régions du pays dans le chaos, depuis les attaques coordonnées de ces groupes armés en février 2024, a laissé en fait des milliers de familles et enfants sans soutien, sans protection, sans sécurité et je dirais installation essentielle dans le cadre des services sociaux de base. En fait, on a près de 900 écoles qui sont temporairement fermées, qui privent près de 200 000 enfants à leur droit à l'éducation actuellement à Port-au-Prince et dans l'Artibonite. Les femmes, les enfants, les familles d'Haïti font face à ces combinaisons de chocs, sont livrés à eux-mêmes sans aucune aide et soutien à la hauteur du désastre et ne bénéficient que très peu d'attention finalement comparé aux autres crises dans le monde. Merci. Oui, on voit avec vous que la situation sur place est catastrophique et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Samar avec nous qui, toi Samar, tu es haïtienne, tu as 15 ans et est-ce que tu te reconnais dans ce que vient d'expliquer Bruno ? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent ? Quelle est la situation pour toi sur place ou pour des enfants ou des proches que tu connais ? Bon, par exemple, pour moi, quand j'étais à la Saline, à mon école à Port-au-Prince, il y avait les gangs armés qui étaient entrés à l'école. Donc, nous avions enfermé durant 3 jours. On était environ 103 élèves. Donc, il y avait plus de filles que de garçons. On avait beaucoup de problèmes. On avait du mal à manger, à boire, certaines choses. Et on avait vraiment peur à cause que les gangs
on de tirer à l'école, on envoyait des gaz lacrymogènes et les balles passaient par-ci, par-là. On était vraiment pas en sécurité. Après, il y avait l'UNICEF qui nous avait retirés à l'école. Et après, on envoyait assez militaires dans une autre école dont la situation était vraiment grave à cause que c'était en plein air. Il n'y avait pas assez de chaises, des bancs et aussi des tableaux. Il y avait des manques de matériel à cause que les enfants ont quitté leurs livres, les cahiers, tout le matériel à l'école de la salle. Et après, à cause de la situation, on était forcés de rester chez nous pendant plusieurs temps et après, on m'a transféré en province dans une autre école. Donc, je me rappelle toujours de mes amis. On était vraiment tristes, c'était vraiment choquant. Oui, j'imagine que ça a été très difficile pour toi. Geert, je me tourne maintenant vers vous. Maintenant qu'on a entendu les témoignages de Samar et de Bruno sur place, peut-être vous allez nous remettre en perspective de façon plus globale. Donc, je le rappelle, vous êtes ancien représentant de l'UNICEF auprès des institutions européennes et durant toute votre carrière, vous avez défendu les droits de l'enfant. Est-ce que vous pensez que la situation en Haïti, telle qu'elle a été décrite par Samar et Bruno, a des points communs avec ce que vous avez pu observer ou vivre dans des pays comme le Soudan ou le Yémen, parce que je pense que vous y avez travaillé? Oui, absolument. En effet, Bruno et Samar ont très bien expliqué en effet la complexité de la crise humanitaire en Haïti, la profondeur de cette crise humanitaire et l'impact que ça a sur les enfants comme Samar. Malheureusement, la réalité aujourd'hui ne se limite pas à une crise humanitaire, à un pays, à un seul pays. Aujourd'hui, en effet, le monde entier est touché et des enfants dans le monde entier sont touchés par des crises humanitaires. Tous les continents sont concernés. Il n'y a plus aucun continent aujourd'hui dans le monde qui échappe à des crises humanitaires. Donc, en effet, le problème que vivent les enfants haïtiens, les Haïtiens, est un problème que vivent des populations entières, en effet, à travers le monde. Oui. Tout à fait. Et justement, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, vous donneriez quelle définition d'une crise humanitaire et quels impacts ça a sur les enfants? C'est une très bonne question, en effet. Une crise humanitaire, et Bruno et Samar, corrigez-moi si vous voulez ou complétez-moi. Pour moi, une crise humanitaire, en effet, c'est l'ensemble des conséquences que subissent en effet une population après un événement tel qu'une guerre, un conflit armé, une catastrophe naturelle comme une inondation, une sécheresse ou encore des pandémies. Et ces conséquences que subissent une population sont extrêmement négatives. Ils sont aussi très diverses, comme Samar et Bruno ont décrit pour l'Haïti. Les conséquences sont en effet, pour un enfant, vous avez demandé les conséquences pour un enfant. Pour un enfant, c'est en effet une crise humanitaire est à risque en effet que l'enfant perd tout ce qui représente une enfance heureuse. Tout ce qui représente en effet une enfance insoucieuse. Les enfants sont touchés par la violence. On a entendu Samar très bien expliquer cela. Les enfants sont touchés par l'exploitation. On connaît des enfants qui servent dans les conflits armés. Les enfants sont privés d'accès aux soins de santé, sont privés d'aller à l'école. Samar en est un très bel exemple. Le déplacement, comme Bruno il a décrit. Donc, en effet, les conséquences pour les enfants sont énormes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est du jour au lendemain, en effet, les enfants perdent tout ce qui représente, en effet, cette enfance heureuse qu'on veut pour tout enfant au monde entier. Oui, tout à fait. Et Bruno, peut-être pour compléter la réponse de Geert, quels sont les éléments qui, selon vous, font que les enfants sont particulièrement vulnérables face à une crise humanitaire? Est-ce que vous avez des éléments d'information dans telle situation,
les enfants vont être particulièrement vulnérables. Oui, mais comme l'a dit Geert, les enfants sont ceux qui souffrent le plus. Ils sont en première ligne, en fait, des impacts négatifs de ces crises politiques, sécuritaires, sociales, économiques ou encore générées par les catastrophes naturelles. Ce sont eux qui payent le prix le plus fort. Alors, si je reviens encore en Haïti, on a réellement des effets conjugués non seulement d'une escalade de la violence de groupes armés, près de 200 groupes armés, une coalition qui ne fait que gagner du territoire, qui sème la terreur, qui détruisent des maisons, qui déplacent des populations. Mais c'est des effets conjugués de l'escalade de la violence, de catastrophes naturelles, de l'insécurité alimentaire et des épidémies qui génèrent en fait des besoins humanitaires sans précédent en Haïti. La situation n'a jamais été aussi grave depuis le tremblement de terre de 2010 en Haïti qu'aujourd'hui. La population est aussi confrontée à certaines des violations des droits humains les plus graves et à des situations qui mettent leur vie en danger et ce, à un niveau non précédent dans l'histoire du pays. Alors, je tiens à donner comme exemple qu'entre le 1er janvier de cette année et le 31 mars, on a eu près de 2500 personnes qui ont été tuées ou blessées et dont près de 200 enfants rien que pour cette période-là. Et c'est une augmentation de 50% par rapport à la même période de l'année dernière. Comme l'a souligné Geert, les enfants n'échappent pas aux violences sexuelles et ces violences sexuelles en Haïti ont quadruplé en un an. Entre janvier et décembre 2023, on avait près de 10 000 cas de violences sexuelles qui ont été enregistrés et 3 200 parmi ces cas étaient des violences sexuelles à l'égard des enfants. Et ça représente une augmentation de près de 400% par rapport à la même période en 2022. C'est une tendance inquiétante qui continue de persister et je dirais qui s'intensifie au cours des dernières semaines depuis les grosses attaques des coalitions des groupes armés. Alors, les conditions sur le terrain restent extrêmement dangereuses pour les enfants, que ce soit dans les terrains de jeu, les écoles, comme Samar l'a si bien décrit, dans les maisons qui sont devenues des zones de guerre dans de nombreux quartiers de la ville ou encore de l'Artibonite. J'ai personnellement rencontré des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans blessés par balle, et alors qu'ils jouaient dans leur maison ou se rendaient, je dirais, sur les chemins de l'école avec leurs parents. Heureusement, nous avons des partenaires, l'UNICEF, qui parviennent à pouvoir transporter ces enfants dans les quelques hôpitaux qui fonctionnent encore pour les sauver et les traiter. Geert a parlé de cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par des groupes armés. Alors en Haïti, de nombreux enfants sont recrutés par les groupes armés et l'UNICEF collecte ces informations de manière systématique et les vérifie. Alors, je l'ai dit, au mois de mars dernier, des écoles du centre-ville de Port-au-Prince ont été incendiées par des groupes armés, privant des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Et les écoles, vous savez, devraient être un espace sûr et protégé à tout moment. Et il est parfois difficile de croire que les enfants comme Samar doivent vivre dans la peur permanente de telles attaques. Oui, on le voit, il y a plusieurs éléments qui font que les enfants et les jeunes sont confrontés à des défis majeurs et quotidiens. Et on le sait aussi, Geert, une crise n'est pas l'autre, un enfant n'est pas l'autre. J'imagine que les besoins des enfants varient en fonction du type de crise. Justement, comment est-ce que les besoins des enfants peuvent varier en fonction d'une crise ou d'une autre ? Ouais, mais peut-être, si vous me permettez, Laura, c'est peut-être compléter que Bruno vient de dire et solliciter aussi Samar d'intervenir. Parce que, en complémentant en effet ce que Bruno a tellement bien décrit, en effet, je dirais, ce qui rend en effet les enfants particulièrement vulnérables également dans des crises comme celle en Haïti, c'est que les enfants perdent en effet les personnes autour d'eux dont ils dépendent. Je dirais, leurs parents sont affectés, leurs professeurs d'école sont affectés, leurs amis sont affectés, etc. Donc, toutes ces personnes autour de l'enfant dont les enfants dépendent et qui sont tellement importants pour les enfants ne sont pas nécessairement toujours autant là pour les enfants, là à un moment
où les enfants en ont plus besoin. Donc ce serait intéressant d'entendre Samar là-dessus, si c'est une vécu qu'elle a eu aussi, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vu dans plusieurs crises humanitaires. Et un dernier point, un tout dernier point, ce qui est aussi important pour la vulnérabilité particulière pour les enfants, c'est que certaines crises prennent des années. Ne se limite pas à 1 année ou 2 ans. Il y a des crises comme par exemple en Syrie qui durent maintenant déjà de plus de 10 ans. Donc là, on a une génération d'enfants qui n'ont connu que la crise. Pour eux, la crise, c'est leur vie normale, je dirais. Donc là, les enfants se distinguent à nouveau des adultes parce que les adultes peuvent faire référence à une vie autre que la vie pendant la guerre, pendant la catastrophe naturelle. Pour certains groupes d'enfants, ce n'est que la vie qu'ils connaissent. Donc, ce serait bien d'entendre Samar là-dessus. Tout à fait, si vous me permettez. J'allais justement revenir vers Samar. Samar, on voulait savoir, et ce serait intéressant de voir avec toi, quelles difficultés est-ce que toi tu vis? Est-ce que tu as des exemples de choses qui ont été difficiles pour toi à vivre ou que tu vis encore aujourd'hui? C'est par rapport à l'insécurité. Donc, les enfants ont droit à l'éducation, à tout, même s'il y a les tremblements de terre, la guerre. Les enfants doivent toujours avoir l'accès à l'éducation et ils doivent être aussi protégés, de bien nourrir, de tout bien faire, d'avoir l'accès à tout. Mais moi, je n'ai pas de difficulté pour l'instant. Et justement, par rapport à l'éducation, et c'était le point suivant donc, que tu viens de mentionner, est-ce que toi, ça a eu vraiment un gros impact de plus pouvoir aller à l'école, de plus pouvoir suivre ton parcours scolaire, par exemple? À quel point est-ce que l'éducation a été essentielle pour toi? Sans l'éducation, on n'est rien. Avant tout, c'est l'éducation qui doit avant toutes les choses, parce que c'est l'éducation qui nous aide à pouvoir être une citoyenne. Et aujourd'hui, est-ce que tu as pu retourner à l'école? Là, actuellement, est-ce que tu suis un parcours scolaire ou c'est pas encore possible? Oui, je suis mon parcours scolaire, c'est l'uniforme qui est sur moi, donc j'étais en cours et après on m'avait appris. Ben, j'espère qu'on n'a pas trop perturbé tes cours alors aujourd'hui. On le voit, donc l'éducation est l'un des piliers finalement pour faciliter un petit peu cette réintégration ou ce retour, on va dire, à une vie plus stable pour les enfants. Et au-delà de l'éducation, Geert, selon vous, quelles autres formes de soutien sont essentielles pour protéger les droits des enfants et leur permettre de retrouver un semblant de normalité, entre gros guillemets, je veux dire? Mais partant de nouveau de l'éducation, je dirais, comme Samar l'a très bien dit, en effet, l'éducation est tellement importante parce que ça doit permettre à l'enfant de continuer son épanouissement, son enseignement, etc., qu'il n'y a pas de rupture. En Syrie, par exemple, pendant plusieurs années, les enfants n'étaient plus en mesure d'aller à l'école et on a commencé à parler d'un risque d'une génération perdue, d'enfants qui n'auraient pas eu l'accès, qui n'avaient pas eu l'accès à l'éducation. Donc, Samar l'a très bien expliqué, en effet, c'est essentiel pour les enfants. Mais un retour à l'éducation et à l'école est également important pour permettre aux enfants, en effet, à nouveau un niveau de normalité dans leur vie. Parce que dans une crise humanitaire, tout change autour des enfants, autour des filles, autour des garçons. Des personnes disparaissent, il y a la violence, il y a le déplacement, les gens ne vivent pas nécessairement plus chez eux. Donc, à travers l'éducation, il est important de recréer en effet un niveau de normalité pour les enfants, des repères que les enfants retrouvent par rapport à la situation d'antan, quand il n'y avait pas de crise humanitaire, la situation que les enfants connaissaient d'avant. Donc le retour à l'école est important pour les enfants de retrouver leurs amis. C'est des amis que de temps en temps, ils n'avaient plus de contact depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois, de se retrouver ensemble de nouveau à l'école. L'école qui leur permet aussi le jeu, de se retrouver autour des jeux à l'école. Mais voilà, donc ça c'est pour l'éducation. Mais bien sûr, comme vous avez dit, les besoins des enfants sont multiples. Tout d'abord, pour aider à la survie des enfants, il est
il est critique que les enfants continuent à avoir accès à une bonne nourriture, une nourriture de qualité, à une eau potable, un problème majeur aussi en Haïti comme dans d'autres pays, avec une crise humanitaire, comme Bruno disait, les services sociaux de base sont perturbés, donc aussi l'accès à une nourriture très souvent, à l'eau potable, l'accès à des soins de santé. Assurer par exemple pour les plus jeunes enfants que leur vaccination continue parce qu'avec une crise humanitaire, il y a le risque agrandi en effet des épidémies comme Bruno mentionnait, le choléra par exemple en Haïti. Donc une nécessité pour qu'on continue les soins de santé essentiels pour les enfants. Donc l'eau, la nutrition, la santé, l'éducation, on en a parlé, mais aussi le volet de protection, donc d'assurer que les enfants soient protégés contre les violences, ne sont pas exposés à l'exploitation. Donc en effet, l'ensemble des interventions qui sont clés pour un enfant à tout âge, je dirais, sont autant plus importantes dans une crise humanitaire. Oui, finalement, c'est l'ensemble des besoins de base, en fait. Tout à fait. Et on le voit dans des contextes et des situations hostiles. On voit comme Samar, elle est un bel exemple. Les enfants font souvent preuve d'une grande résilience. Et justement, Samar, je voulais te demander, puisque tu es un exemple parfait de résilience dans une situation compliquée, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui en Haïti ? Est-ce que la situation est plus stable pour toi ? Est-ce que ça se passe mieux ? Où je suis, ça passe un peu mieux, mais par rapport à les autres enfants, dans la façon ils vivent, moi, je vois que c'est vraiment impossible. Et quand on est une jeune fille de 15 ans en Haïti et qu'on grandit dans ce contexte difficile, comment est-ce que tu continues à aller de l'avant ? Qu'est-ce qui sont les choses qui te font du bien ou qui te disent « Ah, j'ai envie de continuer à l'école, j'ai envie de m'investir ». Qu'est-ce qui te porte actuellement ? C'est dans l'objectif que j'ai et aussi mes amis qui sont là toujours, qui sont toujours là pour moi et aussi leurs conseils, les conseils de mes parents. Et j'ai beaucoup de courage. Je supporte tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment parfait pour moi. En tout cas, c'est un très joli témoignage. Samar, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Et je vais revenir peut-être à vous, Kir, toi, à vous, Bruno, selon les éléments d'information que vous voulez partager. Selon vous, qu'est-il possible de faire pour venir en aide aux enfants qui sont confrontés à une crise ? Parce qu'on pense toujours premièrement à tout ce qui est appel de dons, qui est une nécessité absolue, évidemment. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres choses qui peuvent être mises en place pour aider les enfants qui, comme Samar, sont confrontés à ces situations et ne savent pas forcément quoi faire seuls? Non, revenir un petit peu sur l'histoire de Samar aussi. Donc, c'est à quel point aussi je partage ma joie aussi qu'elle ait pu, je dirais, fuir l'environnement empreint de violence. Elle a dû se déplacer 3 fois, en fait. Et aujourd'hui, elle respire. Elle étudie dans des conditions de sécurité en province, en dehors de Port-au-Prince. Mais ça suit près de 2 déplacements qu'elle a subis. Et voilà. Elle fait partie de près de 3500 enfants de 2 écoles salésiennes qui étaient sous les attaques des groupes armés. Et elle a eu beaucoup de chance de pouvoir fuir cette localité de la capitale qui est à feu et à sang. Et je me réjouis que cet environnement plus conducif et pacifié lui permette de s'épanouir aussi actuellement. Je pense que pour Haïti, les enfants, les familles et les communautés d'Haïti ont désespérément besoin de protection, de sécurité et de stabilité. Il est essentiel pour les enfants que les efforts visant à mettre fin à la violence, apparemment interminable, qui s'étend sur tout le territoire actuellement, soient redoublés. La sécurité des populations civiles est primordiale, le droit à la vie. Deuxièmement, je reviens un peu sur cette complexité des crises qui s'entremêlent. Les enfants et les femmes d'Haïti font face à cette combinaison de chocs qu'on vient de décrire. Ils sont bien souvent livrés à eux-mêmes, sans
aucune aide ni soutien et ne bénéficient finalement que très peu d'attention comparé aux autres crises dans le monde. En tout cas, je parle d'Haïti. Et je tiens à vraiment saluer, Laura, votre initiative, vous et votre équipe, de mettre la lumière sur la situation des enfants dans ce pays et qui permet ainsi aux enfants de lancer leur cri d'alarme. Dans l'ombre de crises oubliées, des millions d'enfants haïtiens souffrent en fait en silence. Le cri d'alarme que nous lançons aujourd'hui, ce cri d'alarme pour beaucoup plus de solidarité entre les peuples et les nations est tellement important pour Haïti. Oui, et vous parliez justement des crises et des conflits oubliés, et je vais revenir là-dessus parce que c'est assez intéressant. Et Geert, on constate essentiellement dans les traitements médiatiques, mais aussi politiques, que certaines crises ou certains conflits sont très médiatisés, on les aborde énormément. Et d'un autre côté, on a des crises qu'on appelle, dites silencieuses. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène de médiatisation d'un côté et de silence presque absolu de l'autre ? Je vous promets, Laura, de répondre à cette question. Je vous en prie. Mais si vous me permettez, je veux retourner bien encore entendu, une fois de plus à Samar. Samar, par rapport à la question que vous avez posée à Samar sur sa résilience. Samar, j'ai beaucoup apprécié ta réponse. Mais j'ai autant apprécié ton sourire, quoi. Et j'espère que les gens qui écoutent ce podcast, on peut lui transmettre ce bel sourire que vous avez eu. Et ça m'a vraiment beaucoup rappelé une situation au nord de l'Irak, au moment que Mossoul était libéré de l'État islamique et où l'UNICEF était présent après la libération pour recevoir les enfants qui avaient vécu pendant 2 ans sous le régime de l'État islamique. Donc on craignait que ces 2 ans auraient absolument perturbé les enfants, qu'ils auraient été traumatisés, etc. Et au moment que les enfants sortaient de Mossoul et qu'on les recevait, j'ai vu sur le visage des enfants le même sourire que j'ai vu maintenant sur le visage de Samar, en effet. Ce qui, en effet, nous apprenait que les enfants, malgré toute l'extrémité qu'ils avaient vécue, que même le seul fait qu'ils avaient accès à un ballon ou accès à un jeu leur faisait immédiatement rire de nouveau et voir de nouveau le beau côté de la vie, quoi. Donc, merci beaucoup, Samar, de votre sourire tout à l'heure. Maintenant, par rapport aux questions des crises, je dirais que c'est une des grandes frustrations des collègues et des équipes humanitaires qui vivent dans les réponses des crises humanitaires. Parce que malheureusement, la réalité aujourd'hui est que les médias se concentrent pour des raisons politiques, pour des raisons autres, sur certaines crises, mais il y a des crises qui ne reçoivent plus ou beaucoup moins d'attention malgré la sévérité et la complexité de la réalité. Le Soudan est un très bel exemple. J'ai vécu pendant 3 ans et travaillé pendant 3 ans au Soudan. Malheureusement, le conflit, la crise humanitaire au Soudan persiste encore. Ça fait des décennies qu'il y a la crise humanitaire. Aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu d'attention, ou l'attention des médias ne remonte que au moment qu'il y a de nouveau une situation extrême qui se présente. Ce qui fait penser la population qu'en effet, la crise humanitaire, c'est uniquement quand les caméras sont là sur la crise humanitaire. Malheureusement, il faut que les gens savent que la crise humanitaire, ça va au-delà de la présence des médias. La plupart des crises se font dans l'ombre aujourd'hui. La plupart des collègues travaillent aujourd'hui sans aucune attention et malgré des conditions extrêmement difficiles, complexes, comme Bruno a expliqué par exemple pour lui, son équipe au Haïti. Donc ce qu'il est très important, une organisation comme l'UNICEF, qu'on continue à être la voix des enfants et à travers nous permettre aux enfants de s'exprimer par rapport aux crises humanitaires et l'impact sur leur vie à travers le monde entier, que l'UNICEF est l'organisation qui n'oublie
aucune crise humanitaire, que l'UNICEF est l'organisation dont les enfants savent qu'on ne va jamais tourner leur dos dans leur situation, même s'il n'y a aucune caméra sur leur réalité. C'est une très belle image de fin, je pense. Je pense que c'est vraiment une très belle image pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, merci à tous les trois pour votre présence et vos témoignages. On était ravis de vous avoir parmi nous et merci vraiment pour votre présence aujourd'hui. Pour conclure, les 3 points essentiels à retenir de cet échange sont les suivants. Premièrement, lorsqu'un conflit ou une crise humanitaire survient, ce sont les enfants qui en souffrent le plus. Tous leurs droits sont menacés. Guerre, catastrophes naturelles ou épidémies, les enfants sont aujourd'hui confrontés à de nombreuses crises, aussi violentes que complexes. Ensuite, l'éducation est essentielle pour les enfants en situation d'urgence, raison pour laquelle elle ne peut être séparée des autres formes d'aide humanitaire. Celle-ci doit être multidimensionnelle et toutes ses composantes permettent de garantir que les droits de l'enfant soient préservés autant que possible. Et enfin, malgré les défis auxquels les enfants sont confrontés, leur résilience est souvent exceptionnelle. Nous avons entendu des histoires qui illustrent magnifiquement cette résilience. Nous pouvons toutes et tous participer à la prise de conscience générale concernant les besoins des enfants en situation de crise. S'informer et en parler, c'est déjà un grand pas en avant. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode de Parlons-en sur les crises humanitaires. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Direction Générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire.